la qualité de votre vie actuelle et future. Que vous vous considériez ou non comme du matin, vous allez apprendre à vous réveiller chaque jour avec une facilité qui vous est pour l'heure inconnue. Puis, en tirant parti de l'indéniable lien de cause à effet entre se lever tôt et connaître une réussite exceptionnelle, vous constaterez que votre activité, lors de la première heure de la journée, est capitale pour libérer tout votre potentiel et atteindre le degré de succès souhaité. Vous observerez rapidement que lorsque vous modifiez votre façon de vous réveiller, c'est... Bienvenue sur Livres audio et motivation. Découvrez la sagesse des livres et la force de la motivation. Écrivez intéressé pour recevoir gratuitement le PDF de ce livre. Bon visionnage. Le désespoir est la matière première d'un changement radical. Seuls ceux capables de laisser derrière eux tout ce à quoi ils ont toujours cru peuvent espérer y échapper. William S. Burroughs. Pour opérer de profonds changements dans votre vie, vous avez besoin d'inspiration ou de désespoir. Anthony Robbins. J'ai eu la chance de toucher le fond 2 fois dans ma vie, relativement courte. Je parle de chance, car cela m'a fait grandir, et j'ai retenu certaines leçons au cours des périodes les plus difficiles de mon existence, qui m'ont permis de devenir l'individu qu'il fallait pour me façonner la vie que j'avais toujours souhaitée. Je suis très heureux que mes succès, mais également mes échecs, aident les autres en les poussant à dépasser leurs limites et à atteindre des sommets plus hauts que ceux qu'ils jugeaient accessibles. Ma première catastrophe, quasi mort sur les lieux de l'accident. Comme vous le savez, ma première catastrophe a failli être la dernière. À l'âge de 20 ans, j'ai été victime d'une collision frontale causée par un conducteur en état d'ébriété et je suis presque mort sur place. J'explique en détail dans mon premier livre, Taking Life Head-On, comment je me suis remis de mon malheur presque insurmontable, ainsi que les 8 leçons que j'ai apprises et qui amélioreront la qualité de votre vie. Ma seconde catastrophe, très endetté et profondément dépressif. Ma seconde plongée dans les tréfonds du désespoir fut plus difficile à vivre que l'accident de voiture. C'était en 2008. Les États-Unis étaient frappés par la pire récession économique depuis la tristement célèbre Grande Dépression des années 30. Lors des années qui ont suivi mon accident de voiture, même si j'ai rebondi en ayant une carrière de commercial exceptionnelle, démarré une activité de coaching générant des recettes à 6 chiffres et écrit un ouvrage à succès, je me suis de nouveau trouvé dans la difficulté. Cette fois-ci, ma vie s'effondrait mentalement, émotionnellement et financièrement. C'était comme si, du jour au lendemain, les entreprises florissantes que j'avais bâties n'étaient plus rentables. Près de la moitié de mon revenu mensuel se volatilisa. Soudain, je n'étais plus en mesure de payer mes factures. Je venais d'acheter ma première maison, j'étais sur le point de me marier et nous envisagions d'avoir notre premier enfant. Croulant sous les dettes, accusant des retards de paiement concernant mon emprunt immobilier, pour la première fois de ma vie, je suis devenu gravement dépressif. J'étais au plus bas. Est-ce que les choses auraient pu empirer? Probablement. Avais-je déjà connu pire? Non. Et je suis formel. J'avais touché le fond. Pourquoi l'endettement était-il pire que la mort? Si vous me demandiez quelle a été la pire des situations entre mon accident de voiture et les difficultés financières, je vous répondrais sans hésitation que c'étaient les problèmes d'argent. Pour la plupart des gens, il n'y a pas pire qu'être frappé de plein fouet par un conducteur saoul, souffrir de 11 fractures, de dommages cérébraux permanents et de sortir du coma pour s'entendre dire qu'on ne remarchera jamais. Le fait que la douleur physique, mentale et émotionnelle d'un accident d'une telle atrocité soit le pire que puisse réserver la vie à n'importe qui se comprend. Mais cela n'a pas été mon cas. Voyez-vous, après mon accident, des personnes ont pris soin de moi. À l'hôpital, ma famille a toujours été à mes côtés. Je recevais constamment des visites, des amis et des proches venaient chaque jour voir comment j'allais et m'inondaient d'amour et de réconfort. L'équipe de médecins et d'infirmières était incroyable, surveillant chaque étape de ma convalescence. On me préparait et servait les repas.
Je n'avais pas à subir le stress quotidien inhérent à l'obligation de travailler et de régler mes factures. Tout était simple à l'hôpital. Ce ne fut pas le cas la seconde fois. Personne n'était désolé pour moi. Je n'avais aucun visiteur. Personne n'était là pour prendre soin de moi. Personne ne m'apportait à manger. Cette fois-ci, j'étais tout seul. Les gens avaient leurs propres problèmes à régler. Un effet domino a fait surgir les difficultés dans tous les domaines de ma vie. Physiquement, mentalement, émotionnellement et financièrement, entre autres, j'étais complètement déboussolé. La peur et l'incertitude m'enveloppaient tellement que mon seul réconfort quotidien était de me mettre au lit. Aussi pathétique que cela puisse paraître, ce qui m'aidait à aller au bout de la journée, c'était la tranquillité d'esprit que me procurait le fait de savoir que je finirais par me glisser dans mon lit et échapper temporairement à mes problèmes. J'avais chaque jour des pensées suicidaires, même si je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de passer à l'acte. Le simple fait de savoir que mon suicide aurait dévasté mes parents me suffisait à m'accrocher et à aller de l'avant. Au plus profond de mon être, je savais que, quelle que soit la tournure prise par les événements, il existait toujours un moyen de changer la donne. Mais les pensées négatives demeuraient présentes. À mes yeux, aucune solution ne pouvait tout simplement mettre fin à ma crise financière. Je ne voyais rien qui puisse faire disparaître ma douleur émotionnelle. Le matin qui bouleversa ma vie. Puis, en une seule matinée, tout a changé. Comme depuis plusieurs semaines, je me suis réveillé déprimé. Mais ce matin-là, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai suivi le conseil d'un ami et suis allé courir pour me vider la tête. Ne vous méprenez pas, je n'étais pas un sportif. En fait, courir pour le plaisir de courir était l'une des seules choses que je détestais. Cependant, mon bon ami John Berghoff m'a dit que lorsqu'il se sentait stressé ou submergé, aller courir lui permettait d'avoir les idées plus claires, de se remonter le moral et de trouver des solutions à ses problèmes. J'ai dit à John, « Je déteste courir ». Il a répondu sans hésiter, « Qu'est-ce que tu détestes le plus, courir ou ta situation actuelle ?» J'étais désespéré, je n'avais rien à perdre, j'ai décidé d'aller courir. Ce matin-là, j'ai donc mis mes tennis, je vous ai dit que je n'étais pas un adepte de la course, attrapé mon iPod afin de pouvoir écouter quelque chose de positif et me suis dirigé vers la porte d'entrée de ma maison, bientôt propriété de la banque. J'allais vivre l'un de ces moments bouleversants qui allaient immédiatement commencer à changer le cours de mon existence. En écoutant un enregistrement de développement personnel de Jim Rohn, j'ai entendu quelque chose que je savais déjà, mais que j'ai vraiment compris. Vous savez, il vous arrive parfois d'entendre une chose à de multiples reprises sans vraiment la mettre en œuvre, puis un jour, ça fait tilt en vous. Il faut simplement être dans le bon état d'esprit pour que ça rentre. Eh bien, ce matin-là, j'étais dans le bon état d'esprit, en plein désespoir, et j'ai percuté. Quand j'ai entendu Jim déclarer avec certitude « Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel, car le succès est une chose que vous attirez selon la personne que vous devenez. » J'ai stoppé ma course. Cette philosophie allait carrément changer ma vie. La parallèle du succès. C'était comme un raz-de-marée qui déferlait, et j'ai pris conscience que je n'étais pas devenu la personne qu'il fallait pour attirer, créer et maintenir le niveau de succès que je désirais. Sur une échelle de 1 à 10, je souhaitais un 10, mais je n'affichais qu'un 2 ou un 3, voire un 4 dans les bons jours, en termes d'épanouissement personnel. Je me suis rendu compte que c'était un problème pour nous tous. Nous désirons tous un 10 en matière de succès dans tous les domaines de notre vie, santé, bonheur, finances, vie amoureuse, carrière, spiritualité, etc. Mais si notre épanouissement personnel, connaissances, expériences, état d'esprit, croyances, etc., n'atteint pas le niveau 10, la vie n'est alors qu'une lutte permanente. Notre monde extérieur sera toujours le reflet de notre univers intérieur. Notre niveau de succès
sera toujours parallèle à notre niveau d'épanouissement personnel. À moins de consacrer chaque jour du temps à nous épanouir pour devenir la personne qu'il faut afin de créer l'existence souhaitée, atteindre le succès restera une lutte permanente. Je suis rentré à la maison en courant, j'étais prêt à changer de vie. Notre premier défi, trouver du temps. Je savais que la solution à tous mes problèmes était de m'engager à faire de mon épanouissement personnel une priorité de ma vie quotidienne. C'était le chaînon manquant qui me permettrait de devenir la personne qu'il fallait afin d'attirer, de créer et de maintenir les niveaux de succès que je souhaitais. Simple, non? Cependant, la principale difficulté était celle rencontrée par tout le monde. Trouver le temps. J'étais tellement occupé à simplement essayer de survivre et payer mes factures que l'idée de trouver un créneau rien qu'à moi me semblait presque impensable. Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. J'adore ce que l'auteur à succès Matthew Kelly dit dans son livre « The Rhythm of Life ». D'une part, nous voulons être heureux et d'autre part, nous savons tout ce qui nous rend heureux. Mais nous ne faisons pas ce qui nous rend heureux. Pourquoi? C'est simple. Nous sommes trop occupés. Trop occupés à faire quoi? Trop occupés à essayer d'être heureux. J'ai donc attrapé mon agenda. Je me suis assis dans mon canapé et je me suis engagé à trouver du temps, à me créer du temps, à consacrer à mon épanouissement personnel quotidien. J'ai passé en revue les options suivantes. Première option, le soir. Ma première idée a été de ménager du temps le soir, après le travail, voire tard, une fois ma fiancée couchée. Mais je me suis ensuite dit que le soir était le seul moment de la journée où je pouvais passer du temps avec elle. Et il va sans dire que tard le soir est rarement le moment où je suis au sommet de ma forme. Je suis généralement si fatigué que j'ai plus de mal à me concentrer. En fait, je ne suis à ce moment-là guère cohérent, et donc loin d'être dans un état d'esprit optimal pour me consacrer à mon propre épanouissement personnel. La soirée n'était pas le moment idéal. Deuxième option, l'après-midi. Je pouvais peut-être programmer une séance à la mi-journée, lors de ma pause déjeuner ou juste avant la reprise. Je me disais que je pourrais peut-être trouver ce créneau supplémentaire. Mais en réalité, il n'existe pas vraiment. Troisième option, oh non, pas le matin. Puis, j'ai envisagé de faire ça le matin. Mais j'étais contre. Dire que je n'étais pas du matin est un doux euphémisme. En fait, je redoutais de devoir me lever, surtout de bonne heure, presque autant que je détestais courir. Mais plus j'y réfléchissais, plus l'idée commençait à s'imposer dans ma tête en toute logique. Tout d'abord, en casant ma séance le matin, ma journée démarrerait sur une note positive. Je pourrais apprendre des choses le matin. J'aurais probablement plus d'énergie, ma concentration serait meilleure et ma motivation accrue pour le restant de la journée. Je me suis souvenu d'un article lu sur le blog stevepavlina.com intitulé « The Rudder of the Day », le gouvernail de la journée. Steve, également auteur de « Personal Development for Smart People », y écrivait « On dit que la première heure est le gouvernail de la journée. Si je traîne ou erre sans but durant la première heure suivant mon réveil, j'ai tendance à passer une journée peu productive et sans vrai but. Mais si je fais en sorte que cette première heure soit productive, le restant de la journée a tendance à être du même acabit. » Sans compter qu'en m'adonnant à une séance d'épanouissement personnel le matin, je n'aurai pas toutes les excuses qui s'accumulent en cours de journée. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps, etc. Pratiquer le développement personnel le matin, avant que les autres pans de ma vie et mon travail ne m'en empêchent, c'était l'assurance de pouvoir m'y consacrer tous les jours. Au final, je ne voyais pas meilleur moment. Effectuer mes exercices dès le lever semblait de loin l'option la plus avantageuse, mais j'avais déjà du mal à m'extirper du lit à 6 heures, parce qu'il le fallait bien, alors être debout à 5 heures me paraissait presque impossible. Frustré et un peu abattu,
Je m'apprêtais à refermer mon agenda et à oublier carrément l'idée quand j'ai entendu dans ma tête la voix de mon mentor, Kevin Bracey. Kevin disait toujours « Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. » Bon sang, je savais que Kevin avait raison, mais ça ne facilitait pas pour autant le fait de me lever tôt. Déterminé à opérer un changement, j'ai décidé de surmonter la croyance limitante que je m'imposais depuis toujours, selon laquelle je n'étais pas du matin. J'ai inscrit dans mon agenda 5 heures comme heure de réveil le lendemain, afin d'exécuter ma première routine d'épanouissement personnel. Notre second défi, privilégier l'impact maximum. Puis, j'ai rencontré une autre difficulté. Qu'allais-je faire pendant cette heure pour que l'impact soit maximal et que ma vie s'améliore le plus rapidement possible? Je pouvais lire, mais je l'avais déjà fait et je voulais que ce soit quelque chose de spécial. Je pouvais faire de l'exercice, mais encore une fois, ça ne me transportait pas de joie. J'ai donc sorti une feuille blanche et inscrit tous les exercices de développement personnel qui vous changent le plus la vie et que j'avais appris au fil des ans, mais sans les avoir jamais mis en œuvre, du moins pas effectués régulièrement. Il s'agissait d'activités telles que la méditation, les affirmations, la tenue d'un journal, la visualisation, ainsi que la lecture et l'exercice physique. J'ai opté pour les 6 activités qui auraient à mes yeux le plus d'impact sur ma vie, immédiatement et de manière spectaculaire, de 10 minutes chacune, en prévoyant de les essayer toutes les 6 le lendemain matin. Ce qui était intéressant, c'est qu'en lisant cette liste, je me suis senti motivé. Soudain, l'idée de me réveiller tôt est passée d'effrayante à séduisante. Ce soir-là, j'ai eu toutes les peines du monde à m'endormir, tellement j'avais hâte d'être au lendemain matin. Lorsque le réveil a sonné à 5 heures, j'ai ouvert grand les yeux et sauté du lit, me sentant enthousiaste et plein d'énergie. Et tout ça sans effort. C'était stimulant, j'avais l'impression de retomber en enfance le matin de Noël. Me réveiller le matin n'avait jamais été aussi facile de toute ma vie. Je ne m'étais jamais senti autant regonflé et enthousiaste face à la journée qui s'annonçait. Et ça dure encore aujourd'hui. Le matin qui bouleversa ma vie. Les dents brossées, le visage nettoyé et un grand verre d'eau à la main, je me suis assis le dos bien droit sur le canapé de ma salle de séjour à 5h05, considérant mon existence, pour la première fois depuis longtemps, comme véritablement enthousiasmante. Dehors, il faisait encore noir et ça me donnait un réel sentiment de pouvoir. J'ai sorti ma liste renfermant les exercices de développement personnel et les ai effectués l'un après l'autre. Premier exercice, le silence. Assis dans le silence, à prier, méditer et à me concentrer sur ma respiration pendant 10 minutes, j'ai senti mon stress s'évanouir, le calme m'envahir et apaiser mon esprit. Cela changeait du chaos typique de mes matinées mouvementées. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Deuxième exercice, la lecture. Ayant toujours trouvé des excuses pour expliquer mon manque de temps à consacrer à la lecture, j'étais enthousiaste ce matin-là à l'idée de prendre une habitude que j'avais toujours espéré intégrer à ma vie. J'ai attrapé sur une étagère le classique de Napoleon Hill, « Réfléchissez et devenez riche ». Comme la plupart de mes livres, je l'avais commencé sans jamais le terminer. Je l'ai lu pendant 10 minutes et j'ai récupéré quelques idées que j'avais hâte d'appliquer dans la journée. Cela m'a rappelé qu'il ne faut qu'une idée pour changer votre vie, ce qui m'a réellement motivé. Troisième exercice, les affirmations. Pour moi, qui n'avais jamais exploité le pouvoir des affirmations, lire à voix haute l'affirmation sur la confiance en soi de « Réfléchissez et devenez riche » a été incroyable. Cette affirmation m'a rappelé avec force le potentiel illimité qui m'habitait
et habite chacun de nous. J'ai décidé d'écrire ma propre affirmation. J'ai noté ce que je voulais, qui je m'engageais à devenir et ce que je m'engageais à faire pour que ma vie change. Je me suis littéralement senti plus fort. 4e exercice, la visualisation. J'ai décroché du mur mon tableau de visualisation que j'avais créé après avoir vu le film The Secret. Je prenais rarement le temps de le consulter, et encore moins de l'utiliser comme l'outil qu'il était censé être. J'ai porté successivement mon attention sur les différentes images pendant 10 minutes, m'arrêtant sur chacune d'elles, puis fermant les yeux et ressentant de tout mon être ce que cela ferait si chacune d'elles entrait dans mon existence. Je me suis senti inspiré. 5e exercice, la tenue d'un journal. Ensuite, j'ai ouvert l'un des nombreux journaux intimes, quasiment vierges, que j'avais achetés au fil des ans. À l'instar de tous les autres, son contenu était minime car je ne l'avais utilisé que pendant quelques jours, une semaine tout au plus. J'ai senti, presque immédiatement, se lever cet épais brouillard pesant auparavant de tout son poids sur moi, qu'était ma dépression. Elle n'avait pas disparu, mais je me sentais plus léger. Le simple fait de coucher par écrit les choses qui me rendaient heureux m'a remonté le moral. Je me suis senti reconnaissant. 6. L'exercice physique. Enfin, je me suis levé du canapé en me remémorant les mots si souvent prononcés par Tony Robbins, le mouvement crée l'émotion. Je me suis allongé sur le ventre et j'ai fait des pompes jusqu'à ce que mes muscles se tétanisent. Puis, je me suis mis sur le dos et j'ai fait des abdos aussi longtemps que me le permit ma condition physique défaillante. Comme il me restait 6 minutes, j'ai mis l'un des DVD de yoga de ma fiancée dans le lecteur et suivi les 6 premières minutes. Je me suis senti plein d'énergie. C'était incroyable. J'avais déjà vécu l'un des jours les plus exceptionnels de ma vie. J'étais en paix, motivé, plus fort, inspiré, reconnaissant et plein d'énergie. Et il n'était que 6 heures. Rien d'un miracle. J'ai continué à me réveiller à 5 heures et à suivre ma routine de développement personnel et rapidement, ma dépression ne fut plus qu'un lointain souvenir. On peut dire que mon ancien moi était de retour, même si j'évoluais tellement si rapidement que j'ai très vite dépassé n'importe quelle version antérieure de moi-même. Et avec mon nouveau degré d'énergie, de motivation, de clarté et de concentration, j'étais en mesure de me fixer facilement des objectifs, de créer des stratégies et d'exécuter un plan afin de sauver mon activité et d'accroître mon revenu. Moins de 2 mois après mon premier Miracle Morning, j'avais non seulement retrouvé, mais également dépassé, pour le porter à un niveau sans précédent, le revenu qui était le mien avant l'effondrement économique. Je savais que j'allais finir par partager avec mes clients particuliers de coaching cette redoutable routine matinale de développement personnel. Il me fallait donc la baptiser. La profondeur et la rapidité de la transformation que j'étais en train de vivre, passant de la faillite et de la dépression à la sécurité financière et à une vision enthousiaste de la vie en moins de 2 mois, tenait du miracle à mes yeux. Le nom Miracle Morning allait donc de soi. Bah, si Katie peut le faire. Quelques semaines plus tard, j'étais en séance de coaching par téléphone avec Katie et elle m'a demandé « Hal, comment démarrez-vous vos matinées ?» Je lui ai radieusement fait part des bienfaits du Miracle Morning et d'un réveil 1 heure plus tôt que la normale, mais elle était réticente. « Je ne sais pas trop si je suis prête à me lever 1 heure plus tôt, Hal. Croyez-moi, je ne suis pas du matin. » Katie a cependant accepté le défi. Elle s'est engagée à se lever à 6 heures, soit 1 heure plus tôt qu'à son habitude, et à essayer le Miracle Morning.
Je l'ai encouragée et lui ai souhaité bonne chance. Une semaine plus tard, Katie était pleine d'énergie. Quand je lui ai demandé si elle se réveillait bien à 6 heures chaque jour pour effectuer le Miracle Morning, sa réponse a été surprenante. Non, je me suis levé à 6 heures le premier jour, mais vous aviez raison. Ma matinée a tellement été géniale que j'ai souhaité le faire encore plus tôt. Je me suis donc réveillé à 5 heures le restant de la semaine. Hal, c'est incroyable. Waouh! Il fallait que je dise ça à mes autres clients de coaching. En l'espace de quelques semaines, des dizaines de mes clients m'ont indiqué tirer parti des mêmes bienfaits pendant leur Miracle Morning. Certains ont dit à leurs amis et collègues de travail que cette méthode était en train de changer leur vie. Sur la toile, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à poster des messages à propos du Miracle Morning sur les réseaux sociaux. Ils ont même mis en ligne sur YouTube des vidéos les montrant debout de bonne heure en train de pratiquer le Miracle Morning. C'est dingue, non? Qui diable est ce Joe? J'ai commencé à me rendre compte qu'un truc se passait avec ce Miracle Morning. Un jour, j'étais sur YouTube afin de trouver l'une de mes vidéos et j'ai saisi mon nom dans le champ de recherche. Et pas de jugement hâtif, hein, vous avez déjà fait ça sur Google, avouez-le. Une vidéo est apparue, intitulée « Miracle Morning chez Joe ». Je n'avais jamais vu ce type de toute ma vie. Ma première réaction n'a pas été très positive. Qui diable est ce Joe et pour qui se prend-il à copier mon Miracle Morning? J'étais un peu sur la défensive. En fait, je ne savais pas trop quoi penser. Bigre. J'allais être agréablement surpris et avoir un peu honte de moi. J'ai lancé la vidéo et voici ce que j'ai vu. Salut, c'est votre ami Joe Diosana. Regardons l'heure. Joe montre son réveil qui indique 5h41. Il est 5h41, on est dimanche et vous devez vous demander « Hé mec, qu'est-ce que tu fabriques debout à 5h41 un dimanche ?» Allez donc sur le site de miraclemorning.com/France. Jetez un œil aux informations fournies et téléchargez-les. Franchement, c'est un vrai cadeau de Noël pour moi. Je suis plein d'énergie. Maintenant, c'est tous les jours Noël. Voyez par vous-même et j'espère que vous en tirerez vous aussi les bienfaits. Assis à fixer mon écran d'ordinateur, la bouche grande ouverte, je fus pris d'un respect mêlé d'admiration, presque en pleurs. Il est devenu clair à mes yeux que, même si je n'avais pas eu l'intention de faire du Miracle Morning autre chose que mon propre rituel matinal, j'avais désormais la responsabilité de le partager avec un maximum de personnes, afin qu'il influe sur leur vie comme il l'avait fait sur la mienne. Mais, à ce stade, je n'imaginais toujours pas que ça allait devenir un véritable phénomène. Le Miracle Morning. Un mouvement ou un réveil? Cela fait près de 5 ans que j'ai parlé à Katie du Miracle Morning et que j'ai regardé la vidéo de Joe sur YouTube. Depuis, j'ai reçu des milliers de messages de personnes du monde entier m'exprimant leur gratitude et me faisant part de leur enthousiasme pour le Miracle Morning. C'est vraiment devenu un mouvement mondial, un réveil mondial, rassemblant tout type de personnes, chacune disposée à se réveiller chaque matin et à s'offrir le cadeau qu'est cette séance de développement personnel. J'ai désormais une vision d'ensemble de l'impact du Miracle Morning sur le monde. Donner à chacun de nous la possibilité de devenir une personne capable de se créer une vie rêvée. Cette méthode influe positivement sur la vie des autres et change le monde qui nous entoure. Que vous l'appeliez mouvement, réveil ou, comme beaucoup, la mission du Miracle Morning, il s'agit de permettre aux gens de transformer leur vie, leur famille, leur communauté et le monde en se réveillant chaque matin dans l'optique de changer. Presque chaque jour, des centaines de personnes rejoignent la mission et la bonifient en la partageant avec d'autres. Je reste sidéré par le nombre de vies si profondément affectées.
Certains suivent même l'exemple de Joe et enregistrent des vidéos les mettant en scène debout de bonne heure et en train d'effectuer le Miracle Morning avec généralement une horloge prouvant fièrement qu'ils se sont bien levés très tôt. Je suis honoré et extrêmement heureux de partager ma méthode avec tant de personnes venant de tant d'horizons. En fait, le Miracle Morning fait désormais partie des principaux messages que je délivre lors de mes conférences et ateliers. Il aide les entreprises, les associations à but non lucratif, les commerciaux, les enseignants, les lycéens et les étudiants à accroître leur performance, leur productivité et leur motivation. Il s'agit d'une approche novatrice pour aider particuliers et organisations à améliorer leurs résultats tout en adoptant une meilleure attitude sur le lieu de travail. Comme vous pouvez vous en douter, l'atelier Miracle Morning se déroule le matin, parfois même avant le début de la conférence. Dernier point et non des moindres. Ce livre est une invitation à faire progresser votre moi afin d'accroître votre réussite, car c'est dans cet ordre que les choses se passent. En commençant immédiatement et en faisant preuve d'assiduité, vous enregistrerez des progrès quotidiens pour devenir la personne méritant un 10, qui vous permettra de vous forger une vie notée 10, elle aussi, et sincèrement désirée et méritée. Et le succès sera inévitablement au rendez-vous. Chapitre 3. Connaître le club des 95%. L'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner, une fois parvenu à son terme, en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. Robin Sharma. L'histoire de l'espèce humaine est celle d'hommes et de femmes qui se sous-estiment. Abraham Maslow. Chaque fois que vous et moi nous nous réveillons, nous devons relever le même défi universel, surmonter la médiocrité et vivre en exploitant tout notre potentiel. C'est le plus grand des défis de l'histoire de l'homme. Dépasser les excuses que nous trouvons, faire ce qui convient, donner le meilleur de nous-mêmes et créer la vie valant un 10 que nous souhaitons réellement, celle qui n'a pas de limite, celle que peu de personnes parviennent à s'offrir. Malheureusement, la plupart des gens ne s'en approchent même pas. Environ 95% des membres de notre société se contentent de bien moins que ce dont ils rêvent. Ils souhaiteraient avoir plus et vivent dans des regrets éternels, sans jamais comprendre qu'ils pourraient être, faire et avoir tout ce qu'ils veulent. Selon l'administration de la sécurité sociale américaine, si vous prenez 100 personnes au début de leur carrière professionnelle et les suivez pendant 40 ans jusqu'à leur départ en retraite, voici ce que vous constaterez. Seule une sera riche. 4 seront à l'abri des soucis financiers, 5 continueront de travailler, non par souhait mais par besoin, 36 seront morts, et 54 seront fauchés et dépendants de leurs amis, de leur famille, de leurs proches et du gouvernement pour vivre. Financièrement, seuls 5% seront parvenus à se créer une vie de liberté et 95% continueront de lutter jusqu'à la fin de leur jour. Par conséquent, la question cruciale, celle que nous devons nous poser et dont il nous faut trouver la réponse, est la suivante. Que pouvons-nous faire pour nous assurer de ne pas devoir batailler comme les 95% restants? Échapper à la médiocrité et faire partie des 5%. Le fait que vous ayez cet ouvrage entre les mains me donne à penser que vous êtes prêt à franchir un cap dans votre vie, que vous n'êtes plus disposé à suivre le troupeau en vous contentant de peu par rapport à ce que vous pouvez avoir, être et faire. Voici 3 phases simples, mais cruciales, pour échapper à la médiocrité et rejoindre la minorité des 5%. Étape numéro 1, connaître le club des 95%. Tout d'abord,
Nous devons savoir et comprendre pourquoi 95% des membres de notre société ne s'offriront jamais la vie qu'ils désirent au fond d'eux. Soyons bien conscients du fait que, si nous ne nous engageons pas à penser et à vivre dès à présent différemment de la plupart des gens, nous nous apprêtons à endurer une vie de médiocrité, de lutte constante, d'échecs et de regrets, comme la plupart des autres. Soyons conscients que cela risque d'englober nos amis, notre famille et nos pairs si nous n'agissons pas maintenant en montrant l'exemple, à savoir en nous engageant à exploiter notre potentiel. Être moyen, c'est vous contenter de moins que ce que vous souhaitez et êtes capable de produire, et vous retrouver à lutter toute votre vie. Chaque jour, la plupart des gens se contentent de peu et luttent dans presque tous les domaines. Sur les plans physique, mental, émotionnel, relationnel, financier, entre autres, un grand nombre d'individus se réveillent chaque jour et doivent livrer bataille pour obtenir la réussite, le bonheur, l'amour, la santé et la prospérité qu'ils désirent au fond d'eux. Les 4 domaines à prendre en compte. Le physique. Par exemple, l'obésité est une épidémie. Des maladies potentiellement mortelles comme le cancer et les affections cardiaques sont en augmentation. L'individu moyen est épuisé, son niveau d'énergie physique étant constamment bas. La plupart ne semblent pas pouvoir générer assez d'énergie pour passer une journée sans avaler quelques tasses de café ou une boisson énergisante. Le succès de ce genre de produit est une preuve supplémentaire de la lutte physique livrée par les gens. Le mental et l'émotionnel. La consommation de médicaments vendus sur ordonnance destinés à lutter contre des troubles comme la dépression, l'anxiété et des tas d'autres maladies mentales ou émotionnelles augmente. À la télévision américaine, les publicités pour certains de ces médicaments sont nombreuses. On y voit généralement un couple proche de la cinquantaine sur une plage, en compagnie d'un chien, en train de faire voler un cerf-volant. Puis, un homme se met à débiter d'une voix grave des symptômes, suivi d'une liste d'effets secondaires potentiels. Vous vous sentez fatigué, triste, seul, déprimé, en surpoids ou d'autres symptômes pour lesquels vous seriez prêt à débourser de l'argent pour ne plus souffrir? Vous avez de la chance, le XYZ peut vous aider. Attention, la prise de ce médicament peut engendrer des effets secondaires, gonflement, constipation, diathermie, vertige, sécheresse de la bouche, pellicule, insomnie, narcolepsie et de nombreuses autres manifestations bien pires que l'aide censée vous être apportée. N'attendez pas, appelez dès aujourd'hui le numéro qui apparaît maintenant à l'écran. La vie de couple. Il est de notoriété publique qu'une épidémie de divorce frappe le monde. Un mariage sur 2 se soldant par un échec. Autrement dit, plus de la moitié des personnes en couple, très amoureuses, qui se présentent devant leurs amis et leurs proches pour s'engager à vivre ensemble, pour le meilleur et pour le pire, dois-je vous le rappeler, livrent une véritable lutte pour que cela fonctionne. Après plus de 30 ans de mariage, 2 de mes personnes préférées, mes parents, ont divorcé dernièrement. Je ne connais que trop bien la douleur associée à cette bataille amoureuse très courante. Les finances. Les Américains, par exemple, n'ont jamais été autant endettés de toute l'histoire des États-Unis. La plupart des gens sont loin de gagner autant d'argent qu'ils aimeraient. Ils dépensent trop, n'économisent pas assez et rencontrent des difficultés financières. Ce n'est un secret pour personne, la plupart des gens vivent en étant loin d'exprimer tout leur potentiel. Après avoir fait ce constat, il est... Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour plus de contenu.